c'est vraiment un médicament euh, qui est justifié pour moi de donner au deuxième trimestre de la grossesse pour essayer de diminuer le pourcentage de contamination, mais que je ne laisserai pas sur un fœtus dont je sais qu'il n'est pas infecté à la date de la myosynthèse. Excusez-moi, j'ai une question. Allô? Oui, je vous écoute. Alors, je reviens Vous juste n'avez pas besoin de vous excuser. Oui, alors juste parce que je reviens au cas précédent qu'on discutait d'infection de premier trimestre qui est négative à l'amniosynthèse et la maman se revoit. Alors, la surveillance sérologique du bébé, du nouveau-né, est-ce qu'elle s'indique quel que soit le statut sérologique à la naissance ou uniquement en cas de présence d'IgG qu'on présume d'origine maternelle à la naissance? Si ils auront tous des IgG, puisque la mère a attrapé la toxoplasmose et que les IgG traversent la barrière D'accord. placentaire, ils auront tous des IgG dirigés contre la toxoplasmose. D'accord. Donc, si on trouve une sérologie négative, on est en droit, à la naissance, on est en droit d'arrêter la surveillance. Alors, je n'imagine pas qu'on puisse trouver une sérologie négative chez un nouveau-né avec une mère qui a fait une séroconversion de toxoplasmose pendant la grossesse. Et on aura forcément des IgG positives. D'accord. Ok. Merci. On passe au virus? Excusez-moi, Oui, j'ai une question. j'écoute. Est-ce qu'il est pertinent de faire, par exemple, chez une patiente qui a, pendant toute sa grossesse, eu une sérologie toxo-négative, de faire 3 semaines en postpartum une sérologie? Oui, c'est l'idéal. D'accord, C'est l'idéal. Par contre, euh, en pratique, c'est très difficile à mettre en place. oui, Comme je vous disais, les jeunes femmes à ce moment-là sont quand même, les jeunes mamans sont très occupées et on a du mal à avoir une bonne observance de cette prise de sang. C'est pour ça qu'on la fait systématiquement au moment de l'accouchement. oui, d'accord. Merci. Première question, juste si je me permets. Pour une dame qui a fait une séroconversion de fin de grossesse, où on trouve une sérologie positive en fin de grossesse, c'est toujours indiqué de faire une sérologie au nouveau-né et que les IgG n'ont pas eu le temps de passer. Est-ce que c'est Alors, toujours indiqué de faire la sérologie du nouveau-né à alors, distance? quand on a une séroconversion du troisième trimestre de la grossesse, dans la mesure du possible, c'est bien de faire même dans les dernières semaines de la grossesse, mais il faut avoir au moins un délai de 4 5 semaines, une amyosynthèse pour savoir si le liquide est infecté, parce qu'à ce moment-là, ça permet de mettre un traitement postnatal immédiat. Mhm. Si on se retrouve avec si on n'a pas le temps de faire ce suivi-là, ce délai-là, si on n'a pas le temps si on n'a pas le délai pour faire une amyosynthèse, on va se retrouver avec les naissances d'un enfant dont on ne saura pas s'il est infecté ou non par le toxoplasme. On va lui faire un fond d'œil et une échotransplantation annellaire, et là, c'est à discuter au cas par cas par les pédiatres. Mais, et Jean-François, vous pouvez poser la question à Jean-François Magny tout à l'heure, mais ce qui permettra de savoir que cet enfant est infecté, c'est le rebond sérologique qui, au lieu de la disparition des IgG. Alors imaginons que il n'ait pas d'IgG parce que la maman a vraiment, la maman a vraiment, s'est vraiment convertie en toute fin de grossesse. L'apparition des IgG, évidemment, signerait le fait qu'il a été infecté en toute fin de grossesse. Mais autrement, le gold standard, comme on dit, c'est le rebond sérologique et donc la surveillance des IgG tous les mois. D'accord, on fait pareil. Ok, merci. Alors, il est 10h59. Vous faire rubéole, varicelle et parvovirus en 30 minutes est une insulte à votre intelligence.
on va passer rapidement les principaux messages et puis vous aurez évidemment les diaporamas. Alors, la rubéole, on n'en voit plus. La rubéole, avec quoi vous devez repartir, c'est que la couverture vaccinale a permis de quasiment éradiquer le virus rubéoleux et qu'il faut là aussi faire attention aux poussées d'épidémie dans d'autres pays que la France. Voici l'activité de virologie à l'Agence de la biomédecine il y a 15 ans. Vous voyez que les IMG réalisés, c'était essentiellement du CMV et du parvovirus. Et on avait déjà quasiment plus de rubéole. En 2023, les prélèvements positifs, c'est du CMV, du parvovirus, herpès simplex et rubéole 0. Herpès simplex 0, entérovirus 1, Zika 1. Donc, on a vraiment l'activité des laboratoires de virologie est complètement centrée sur le cytomégalovirus. Cette diapositive est importante parce qu'elle montre quels étaient les signes d'appel écho et quel était le rendement qui pouvait être attendu sur le CMV, le parvovirus, les autres virus. Et vous voyez que on avait essentiellement des fœtus pour le CMV, le parvo, un petit peu sur la varicelle. Voilà. Et globalement, le maximum d'enfants infectés étaient des enfants infectés par le CMV. Alors, les signes d'appel, hypotrophie fœtale isolée, on trouve 3%, dilatation ventriculaire cérébrale 3%, anasarque, on trouve 10%, ça c'est pour le parvo. Sur les morts fœtales in utero, on trouve 5%. Vous voyez que on est essentiellement sur les intestins écogènes aussi, on trouve 8%. Voilà. Alors, je vais passer vite sur cet article, mais globalement, euh, ici, en Grande-Bretagne comme ailleurs, eh bien, on se rend compte, on observe la disparition des infections à rubéole. On en a encore moins aujourd'hui. Vous savez que la rubéole, il faut penser au cœur, il faut penser aux anomalies oculaires, et puis aux anomalies sur la numération formule sanguine. Si on regarde tout virus confondu, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Sur le cerveau, Zika, CMV, rubéole, B19 par le biais d'une anémie fœtale. La microcéphalie, Zika, CMV, herpès, rubéole. Hydrocéphalie, CMV, herpès, parvovirus B19 par le biais d'une anémie fœtale importante. La perte auditive, c'est la rubéole et le CMV. La toxicité hématologique, eh ben, c'est le B19. La toxicité cardiaque, c'est la rubéole et puis le B19 par le biais d'une atteinte myocardique. Les anomalies oculaires, on a la rubéole. Et puis les bandes claires, toutes les lésions osseuses sont quand même bien plus rares. Alors il persiste, même si c'est très faible, de temps en temps des bouffées épidémiques de rubéole, même sur le sol français. Donc il faut faire attention aux jeunes filles qui n'ont pas eu une couverture vaccinale complète, qui ont pu échapper au rattrapage à 6 ans ou à Ouais, de toute façon, moi, il me l'adolescence. manque 2 points, 2, 3 points, donc Allô, ah oui, je vais faire ça. vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, oui, on vous Oui, entend. oui, oui, on Ça vous fait un entend mauvais bien. quelqu'un, Oui. Oui. c'est pour ça que... Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, si on regarde sur les dernières années, on voit en France une disparition du nombre de diagnostics prénatals de rubéole et une quasi-disparition du nombre de fœtus infectés. Vous voyez là les anomalies les plus fréquentes, la surdité, les anomalies cardiaques, les anomalies ophtalmiques, les anomalies du système nerveux central. Avant 12 semaines d'aménorrhée, l'atteinte oculaire est quasiment constante. Cataracte, rétinopathie, microphthalmie. Les anomalies cardiaques, persistance du canal artériel, hypoplasie de l'artère pulmonaire. Les surdités, les retards psychomoteurs, les anomalies osseuses dentaires. Attention à l'association RCU et anomalies cardiaques. Alors, je vous ai remis les protocoles de vaccination qu'il y a. Et quand on regarde au niveau mondial, 2008, les pays qui vaccinent systématiquement, 1996, les pays qui s'y mettent, 2017, les pays qui s'y mettent. Le dernier tableau qui date de 2020 de l'OMS, c'est celui-là. Tous les pays euh, euh, du nord-africain s'y sont mis, l'Amérique latine s'y sont mis. Il y a quand même une couverture vaccinale qui devient importante et ça avait été considéré comme un objectif de l'OMS d'éradiquer la rubéole en 2020. On y est globalement, on en est globalement pas loin. Et vous voyez que les infections rubéoliques pendant la grossesse ont quasiment disparu maintenant. Les rubéoles congénitales malformatives sont encore plus rares. Globalement, quelque chose Vous m'entendez toujours? Allô? T'es revenu là, oui, on a une petite coupure. D'accord. Le management, c'est donc dépend de cette diapositive. Étant donné que la fréquence de contamination est très élevée avant semaine d'aménorrhée, puis diminue ensuite, étant donné que la gravité, c'est essentiellement le premier trimestre de la grossesse et que à partir de 12 semaines, on a surtout des atteintes oculaires et des risques de surdité, et que à partir de 18 semaines, on a un risque nul, on va surtout faire des diagnostics prénatals, des rubéoles du premier trimestre, éventuellement jusqu'à 18 semaines, mais pas après. Alors, même chose, hein, c'est une série ancienne que j'avais faite, eh bien, on va dire avant 2000. J'avais 54 cas de séroconversion maternelle survenus avant 12 semaines, avec 60% de fœtus infectés, la majeure parité d'interruption médicale de grossesse, mais un enfant qui allait bien. Peut-être qu'il y en avait d'autres parmi les interruptions médicales de grossesse. On n'est jamais certain de ça. 23 diagnostics négatifs, dont un faux négatif parce qu'on avait fait la ponction de sang fétal à 18 semaines d'aménorrhée et on ne savait pas encore qu'il n'y avait pas, puisqu'on se basait sur les immunoglobulines spécifiques, dans le sang fœtal, on ne savait pas qu'il n'y avait pas, il y avait pas suffisamment d'IgM produite par les fœtus à 18 semaines pour faire un diagnostic prénatal. On essuyait les plâtres. Et puis vous voyez qu'entre 13 et 18 semaines d'aménorrhée, eh ben, on avait des diagnostics positifs avec des parents qui avaient voulu pour moitié demander une interruption de grossesse et d'autres parents qui avaient voulu poursuivre avec une surdité sévère chez deux enfants. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? PCR, dosage d'interférons dans le liquide. Avant, on faisait des PSF avec la difficulté qui était liée au fait qu'on cherchait les IgM spécifiques et qu'il fallait donc avoir des critères drastiques, pardon, de pureté du sang fœtal. Alors, en cas d'infection fœtale confirmée avant 12 semaines d'aménorrhée, la gravité du pronostic fœtal amène à informer que le staff du CPDP accepterait une interruption de grossesse. Les termes ont changé. Entre 12 et 18 semaines d'aménorrhée, ça se discute. Bien évidemment, après 18 semaines d'aménorrhée, on ne va même pas faire de diagnostic prénatal. Mais attention, ce sont des nouveau-nés qui fourmillent, s'ils sont infectés, qui fourmillent de virus rubéolique et qui peuvent donc infecter des femmes enceintes séronégatives. Alors, l'équipe d'Olivier Picon a fait ce très beau travail, revue de la littérature, ça c'était en 2016. Vous avez cet article-là que vous pouvez lire si vous le désirez. Une diapositive qui détaille les différents signes d'anomalies échographiques, une microphthalmie unilatérale dépistée en troisième trimestre, et toujours penser au rattrapage de vaccination et au risque de contamination abroad, dans d'autres pays. J'ai, il y a quelques années, eu une secrétaire qui a fait une interruption médicale de grossesse parce qu'elle avait été chopée la rubéole en Tunisie dans les premières semaines de grossesse. J'ai fait également, il y a une dizaine d'années, une interruption médicale de grossesse à une jeune femme qui avait un fœtus infecté par le virus de la rubéole sur une infection à 8 semaines d'aménorrhée, alors que elle avait eu auparavant une mort fœtale in utero à terme et elle n'était pas vaccinée. Et évidemment, elle était partie le lendemain de l'expulsion de son enfant et dans l'état psychologique que vous imaginez. Et personne n'avait pensé à ce moment-là à la vacciner en postpartum comme on fait d'habitude. Et la fois d'après, on lui a fait une interruption médicale de grossesse pour rubéole congénitale. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut avoir une vigilance totale et qu'il faut évidemment vacciner les femmes négatives à la naissance. D'autres articles que je vous mets là pour vous redire, mais vous le savez déjà, que il n'a jamais été mis en évidence d'infection par le virus vivant atténué administré par erreur pendant la grossesse à une femme qu'on veut vacciner et que donc ce n'est pas une indication d'interruption médicale de grossesse. Probablement les rubéoles, vous n'en verrez jamais. Et les fœtus infectés par le virus de la rubéole, vous n'en verrez jamais. Mais gardez à l'esprit qu'il faut sans arrêt contrôler le statut vaccinal. Alors, Jacques a dû aller un petit peu vite là-dessus. La majorité des cas qui sont adressés au laboratoire de biologie avec des cas douteux de rubéole correspondent à des femmes qui, en fait, soit ont des taux très très faibles d'IgG et donc sont considérées à tort comme séronégatives, et on voit même des femmes qui ont été vaccinées plusieurs fois et qui continuent à avoir des sérologies négatives où finalement les virologues disent que si on a fait une, deux, trois vaccinations, les taux doivent être tellement bas qu'il faut les considérer comme, qu'on n'arrive pas à les mettre en évidence, mais qu'il faut les considérer comme immunisés. Mais là, je ne suis pas spécialiste de la sérologie de rubéole. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au parvovirus? Vous m'entendez toujours? Oui, Oui, Merci. oui, ça Oui, va, ça va. Alors, parvovirus et grossesse.
Parvovirus et grossesse, vous avez à retenir une seule chose. Le parvovirus, c'est une urgence de diagnostic prénatal. Quand vous voyez un anasarque, vous devez mettre le fœtus dans des conditions